Les photographes, cadres, vous avez vos places. Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme annoncé, nous sommes à la conférence de presse co-animée par le groupe paritaire PDCI, RDA, PPACI. Chers amis journalistes, je vais vous souhaiter la cordiale bienvenue. Et on a la table de séance, la délégation du PDA composé Bamba Youssou, qui va co-animer la conférence avec le ministre porte-parole du PPACI, Justin Katina-Koné. À leur côté, nous avons la présence des personnalités du PDCI, RDA et du PPACI. Lors du jour de cette conférence de presse, c'est le contentieux électoral. Et avant de passer la parole au conférencier, le professeur Diamke Kofi, en charge des élections du PDCI-RDA, va faire l'introduction. Donc, professeur, est-ce qu'il y a un micro? Ok. Donc, le professeur Diamke Kofi va faire l'introduction. Ok, merci. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi à l'occasion de cette conférence de presse que la coalition PDCI-PPACI voudrait faire cet après-midi sur la question du contentieux de la liste électorale provisoire. C'est un enjeu important pour nous et nous voulons ici, d'un seul mouvement, dire notre appréciation sur cette liste. Elle est déterminante parce qu'elle va déterminer la qualité des élections, la qualité du scrutin, la transparence de ce scrutin et la justice, je n'ose pas dire l'équité, mais la justice de cette opération. Vous aurez deux conférenciers. Pour le PDCI, nous aurons l'ambassadeur Youssouf Bamba et pour le PPACI, le ministre Katina Justin. Sans autre forme de procès, je voudrais ouvrir cette séance et donner la parole aux conférenciers. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, je vous souhaite également cordiale bienvenue dans la maison du PDCI où, ensemble, comme une grande famille, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, sont heureux de vous accueillir pour partager avec vous notre perspective sur le sujet principal de l'actualité, à savoir le contentieux de la liste électorale. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez tous,
Dans un récent communiqué conjoint, en date du 30 mai 2023, Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et Son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, ont invité les militantes et militants, les sympathisants du PDCI-RDA et du PPACI, ainsi que l'ensemble de la population ivoirienne à se mobiliser pour vérifier sur les lieux d'affichage leur inscription effective sur la liste électorale provisoire. Et les deux présidents ont estimé qu'afin de garantir le succès de cette opération cruciale dans le processus électoral, ils ont donné instruction à leurs structures respectives de suivi des élections, tant au niveau central qu'au niveau local, travailler en étroite collaboration dans le cadre de ces opérations. Ainsi donc, suite aux instructions données par les deux présidents, Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et Son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, un comité technique paritaire a été mis sur pied à l'effet d'analyser les données de la liste électorale provisoire 2020-2023 et d'en relever, le cas échéant, les irrégularités qui pourraient être constatées. Le travail de ce comité technique paritaire a commencé depuis la remise de la liste électorale provisoire aux partis politiques par la Commission électorale indépendante. Et nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous livrer quelques résultats préliminaires. À ce stade, après donc une analyse rapide sur quelques données, nous avons déjà décelé de nombreuses anomalies. Et pour une bonne compréhension des situations concernées, nous avons établi une typologie non exhaustive des anomalies sur la liste électorale provisoire. Il s'agit notamment 1. La présence de personnes mineures sur la liste électorale provisoire. 2. La présence de personnes centenaires, c'est-à-dire des personnes qui ont 100 ans et plus. 3. Les personnes décédées. 4. Les personnes déchues de leurs droits civils et politiques. 5. Les personnes à filiation inconnue ou incomplète. 6. La croissance exponentielle des électeurs inscrits sur la liste électorale dans certaines zones du pays. 7. Les déplacements des lieux de vote d'une commune à une sous-préfecture et inversement. 8. La non-conformité de la liste électorale provisoire remise aux partis politiques. Donc, cette non-conformité en rapport avec les exigences du code électoral, notamment l'article 7 du code électoral. 9. La création de nouvelles communes sans information préalable du public. Et 10. La suppression de certains lieux de vote importants sans information préalable. Voici le listing et comme nous sommes dans une conférence de presse conjointe, en termes de discours, de déclaration préliminaire, ici, il convient que mon collègue, le ministre Kakina, également élabore là-dessus. Et à cet égard, il va donner certains détails, il va développer, élaborer sur chacun des points que je viens de lister. Donc, avec votre permission, je voudrais que mon collègue, monsieur le ministre, vous preniez le relais. Merci beaucoup, Excellence. Je voudrais dire d'emblée que les données que nous allons vous présenter ont été obtenues à la suite d'un travail de seulement de quelques jours, 2 ou 3 jours.
et ne concerne que quelques 1 million d'électeurs sur les 8 millions qui sont inscrits. Et donc, c'est un travail préliminaire rapide et les données que nous allons vous présenter sont donc le fruit de ce travail rapide et qui n'est pas réellement approfondi. Alors, au titre de la présence des personnes mineures, on relève de nombreux cas de mineurs inscrits sur la liste électorale provisoire en violation de l'article 3 du Code électoral. Au titre des personnes centenaires, on constate la présence de 4813 personnes sur le million après de personnes que nous avons traitées, 4813 personnes âgées entre 100 et 150 ans. De même, on dénombre 104 personnes dont l'âge varie entre 150 et 200 ans. Par exemple, nous avons Traoré Panché, qui est né le 19 décembre 1900, fille de Traoré Dopré, elle-même née le 1er janvier 1900, c'est-à-dire l'enfant et la maman sont nés, non, même l'enfant est né, voilà. Donc, voilà. Nous avons Adagba Epi Delphine, qui est née le 18 décembre 1872, fille de Ochu Adagba, née le 1er janvier 1900. Juste pour vous informer que la Côte d'Ivoire est née le 13 mars 1893. Mais elle est née avant la Côte d'Ivoire. Notre électeur est né avant la Côte d'Ivoire. Salimata Bamba, née le 1er janvier 1870, fille de Gouassé Bamba, née le 1er janvier 1900. En ce qui concerne les personnes décédées, en dépit du nombre de personnes décédées que la CEI dit avoir dénombré et extrait de la liste, force est de constater qu'il existe encore de nombreuses personnes décédées sur la liste électorale provisoire qui nous a été remise. S'agissant des personnes déchues de leurs droits civils et politiques, nous confirmons les propos pertinents tenus récemment par M. Abiba Touré sur cette question en déplorant le caractère arbitraire de la façon dont la CEI gère ses données, ses dossiers. Notamment, on reconnaît le cas de l'exclusion illégale de son excellence le président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne les personnes à filiation inconnue ou incomplète, celles-ci sont au nombre de 54 601 sur la liste électorale de 2023 sur la proportion de la population électorale que nous avons traitée. À titre d'exemple, à Bloloquin commune, dans le seul lieu de vote, EPP Blédi Dieya, on dénombre 232 personnes de pères et de mères inconnus. Ce n'est pas des pères ou des mères inconnus, les deux sont inconnus. Au titre de la croissance exponentielle des inscrits sur la liste électorale, dans certains lieux de vote, on constate ce qui suit, à titre illustratif. Dans la région du Folon, dans le département de Kagnasso, au nord, plus précisément dans la commune de Goulia, la population électorale est passée de 3220 inscrits en 2020 à 8242 inscrits en 2023, soit une croissance de 156% en moins de 2 ans. La commune de Kagnasso même, la population électorale est passée de 2745 inscrits en 2020 à 6842 en 2023, soit une augmentation de 149%.
Dans la région du Bafing, dans le département de Koro, plus précisément dans la commune de Koro, la population électorale est passée de 4 500 inscrits en 2020 à 8 427 inscrits en 2023, soit une augmentation de 84%. Dans la région du Cavalier, dans le département de Taï, plus précisément dans la commune de Taï, la population électorale est passée de 5 083 inscrits en 2020 à 8 203 inscrits en 2023, soit une augmentation de 61,4%. Dans la région de l'Agnébi-Tiassa, dans le département d'Agoville, plus précisément dans la commune de Rubino, la population électorale est passée de 7 349 inscrits en 2020 à 10 977 en 2023, soit une augmentation de 49%. Au niveau des régions, on note, dans la région de Folon, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 21%. Dans la région du Bafing, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 19%. Dans la région du Kabadougou, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 19%. Pendant ce temps, dans les autres régions, notamment dans la région de Bélier, la population électorale n'a augmenté seulement que de 4%. Dans la région de Grand Pont, elle n'a augmenté que de 3,9%. Dans la région de Boclé, la population électorale a augmenté seulement de 3%. Et dans le district d'Abidjan, elle a augmenté seulement de 3%. Au regard de toutes ces données qui précèdent, nous constatons une disparité flagrante entre la croissance de la population électorale dans les régions du Nord comparée à celle des autres régions, notamment celles du centre et du sud. Quand nous savons que la densité de la population dans nos régions du Nord sont moindres que la densité des autres populations, on est en droit de s'interroger sur l'origine de cette croissance exponentielle. Il devait y avoir quand même une corrélation entre la densité de la population et la progression de la population électorale. Concernant les déplacements des lieux de vote d'une commune à une sous-préfecture et vice-versa, on constate que 365 lieux de vote ont été déplacés d'une sous-préfecture vers une commune et 123 lieux de vote ont été déplacés d'une commune vers une sous-préfecture sans aucune explication. Dans la région du Port, 25 lieux de vote ont été déplacés de la sous-préfecture vers la commune. À Ouragayo, commune, les lieux de vote EPC Pakwekou 18 et EPP Pakwekou KO, initialement dans la commune, se retrouvent dans la sous-préfecture, avec 1700 électeurs qui sont concernés. Dans l'Ayébi-Tiassa, dans la commune d'Azadié, les 4 lieux de vote que comptait la sous-préfecture ont été transférés dans la commune avec 800 électeurs concernés. Dans l'Ayébi-Tiassa toujours, dans la commune de Rubino, les 4 lieux de vote initialement installés dans la sous-préfecture ont été transférés dans la commune, avec plus de 1000 électeurs concernés. En ce qui concerne la liste électorale provisoire remise aux partis politiques, nous déplorons sa non-conformité avec les exigences du code électoral, notamment la disponibilité des données biométriques. C'est pourquoi nous estimons que la liste électorale provisoire remise aux partis politiques est incomplète. Il faudra bien rappeler que dans l'article, au terme des dispositions de l'article 7, elle a une série d'éléments qui composent la liste électorale. Et parmi ces éléments, les données biométriques sont des données essentielles. C'est tout cet ensemble qui fait la liste électorale. Donc, on nous a donné une liste électorale sans les données biométriques. C'est-à-dire qu'une partie importante de la liste électorale n'a pas été mise à la disposition donc, du public et des partis politiques. Donc, la liste est incomplète, puisque l'article 7 a défini la liste et les compositions de la liste électorale. Au titre de
de la création d'une nouvelle commune sans information préalable. Nous notons la commune d'Atoutou, dans le département de Jacquesville. Cette commune a été créée sans information publique, on ne sait pas. On sait qu'il y a une commune là-bas avec des personnes qui ont été affectées pour être élues, un électorat affecté à cette commune, mais nous ne savons jamais, n'avons jamais appris qu'une commune a été créée dans cette localité. Bon, c'est une commune clandestine, pour ne pas dire chose. En d'autres termes, la commune d'Atoutou existe uniquement sur la liste électorale et il n'est pas exclu qu'il existe de nombreuses autres centres dans ce cas-là. Enfin, nous notons la disparition de certains lieux de vote importants sans information également. À titre d'exemple, dans la commune de Yopougon, le lieu de vote groupe scolaire Kouté 1, 2, 3 et 4 a été supprimé et en le supprimant, c'est 3714 électeurs qui ont disparu. Dans la commune de Krouyo, ils ont mis commune de Krouyo, mais nous voulons rappeler qu'au Krouyo, il n'y a pas de commune, c'est une sous-préfecture. Mais eux, dans leurs documents, ils ont mis commune de Krouyo. Alors on ne sait pas si ça suit le même traitement qu'à Toutou, qu'ils ont créé ça aussi sans nous dire. Donc, dans cette commune, dans la région de la Nawa, le lieu de vote Tipexi Ottawa, avec 1364 électeurs, a été supprimé. Dans la région de la Maraoué, dans la commune de Bonon, le lieu de vote foyer mission catholique a été supprimé avec 1089 électeurs impactés, donc qui ont disparu. Nous rappelons que c'est uniquement sur la base de la portion de la population que sur laquelle nous avons travaillé, et en si peu de temps, en moins de 3 jours. En conclusion, au vu de ces résultats préliminaires qui viennent d'être présentés, nous pouvons affirmer que la liste électorale provisoire 2023 n'est ni fiable ni exploitable, comme nous l'avons toujours dénoncé au dialogue politique. Si en si peu de temps, nous avons pu déceler autant d'anomalies et d'irrégularités, c'est donc dire qu'il existe un nombre insoupçonné d'éléments incohérents qui nécessiteront un traitement global et approfondi des données contenues dans la liste électorale provisoire. À cet égard, nous estimons qu'il est indispensable qu'une période d'une durée d'au moins 1 mois soit impartie pour le contentieux de la liste électorale provisoire. Nous n'avons seulement que 10 jours. Seulement 10 jours. Avec autant d'anomalies, nous pensons qu'il faut étendre cette période-là, parce que la liste, elle est grossièrement truffée d'anomalies. Il convient de faire remarquer, à titre de comparaison, que pour les mêmes opérations de contentieux de la liste électorale qui ont lieu en ce moment au Gabon, un pays africain, bien que très faiblement peuplé comparé à la Côte d'Ivoire, ils sont à 2 403 452 habitants en 2023 et nous en sommes à 28 millions. La période impartie pour le contentieux de la liste électorale est de 1 mois. Donc quand nous demandons 1 mois, ce ne sont pas des caprices, c'est lié, c'est faisable et c'est même juste. Si pour eux là-bas qui sont à peine 2 millions, ils ont 1 mois pour traiter ces questions-là, nous qui avons 28 millions de personnes, il faut que nous donnons plus pour y arriver. On demande au moins qu'on nous donne le même mois. C'est pourquoi nous estimons que prévoir 1 mois au lieu de 10 jours pour la période de contentieux de la liste électorale en Côte d'Ivoire, dont la population représente environ 12 fois celle du Gabon, est la chose la plus raisonnable à faire. En plus de cela, il convient de rappeler que nous sommes en pleine saison de pluie et que, justement, cette saison de pluie impacte négativement les déplacements des populations, donc rend difficile et plus compliqué le contrôle sur la liste électorale. C'est également le lieu de liste, c'est la période des examens scolaires et les fiches sont fichées dans les écoles. Alors, comment nous allons aller commencer à la fois ce travail alors que les lieux d'affichage, ce sont les écoles. Donc ça justifie, ça donne encore des raisons supplémentaires à demander qu'on donne un délai d'1 mois pour
de contentieux. En définitive, nous insistons sur la nécessité impérieuse d'un audit indépendant de la liste électorale de la Côte d'Ivoire, afin de garantir l'organisation d'élections justes, transparentes et apaisées, gage de paix, de stabilité et de cohésion dans notre pays. Je vous remercie. Bien, vous venez d'écouter la déclaration liminaire à cette conférence de presse. Maintenant, nous abordons la session des questions et des réponses. Donc, vous avez la latitude de poser toutes sortes de questions que vous voulez. Ok, chers confrères, on va passer à la deuxième phase, la série de questions. On va procéder par 5 questions par série. Vous présentez. Bonjour. Marine Janin, RFI. Puisque la conférence de presse est conjointe, je voulais vous demander de faire un peu un bilan à mi-parcours de l'alliance entre le BDCI et le PPACI, des listes communes, etc. Et les conséquences que vont avoir vos revendications des listes. La prochaine. Ok. Marine Janin de RFI. Je voulais vous demander, comme la conférence de presse est conjointe, de faire un premier bilan à mi-parcours de l'alliance PPACI-PDCI et les conséquences que vont avoir vos revendications sur le contentieux, sur votre stratégie électorale. Seulement, ce que j'ai entendu, c'est seulement un bilan. Vous demandez de faire un bilan de Est-ce quoi? que vous pouvez faire un bilan à mi-parcours de l'Alliance PDCI, PPACI, voilà. Je suis Lamine Koulibaly du quotidien Génération Nouvelle. Messieurs les conférenciers, vous avez énuméré beaucoup de griefs contre la liste électorale, notamment contre la commission en charge de l'organisation des élections. Et vous demandez également la tenue d'audit indépendant. Si d'aventure vous n'arrivez pas à obtenir tout ce que vous demandez, quelle est la décision que vous allez prendre? Vu que vous jugez la liste électorale non conforme qui ne peut pas garantir l'équité de l'élection, est-ce qu'on pourrait envisager un retrait de l'opposition de ces élections? Bonjour, je suis... Je vous salue, Elvis Gouza, je bosse pour l'Infodrome. C'est pour rebondir un peu sur la préoccupation de mon prédécesseur. J'aimerais savoir, aujourd'hui, vous plaidez, au lieu de 10 jours, vous voulez 1 mois. Pour, selon vous, bien réviser, bien étudier, vérifier si la liste électorale est fiable ou pas. Ma préoccupation, je la pose maintenant. 1 mois, est-ce que cela n'aura pas d'incidence sur le calendrier électoral? 1 mois, si on vous l'accorde, est-ce que l'élection sera décalée? 1 mois, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà ma préoccupation. Une autre personne? Ok. Bonsoir, Arnold Didi, journaliste. Je voudrais savoir, est-ce que le retrait, sinon l'absence de certains candidats de la liste électorale, tels que M. Laurent Gbagbo, n'est plus d'actualité? Parce que on ne vous a pas entendu évoquer cet aspect-là. Merci à la conférencière. Je pense qu'on va d'abord essayer de répondre à la première série de questions. On va enregistrer 4 questions. Bien, je vous remercie. Nous avons 4 questions. Nous allons essayer de répondre. Je dois vous signaler que tout le bureau que vous voyez là est également à votre disposition
pour apporter des réponses à vos préoccupations. S'agissant de la première question posée par RFI, un premier bilan à mi-parcours de l'Alliance, je crois que nous avons dit, le premier communiqué conjoint qui fait mention de l'appel des deux présidents date du 30 mai. Donc, je voudrais ici, à ce stade, citer une citation du président Laurent Gbagbo, qui a dit que la démarche s'affine en chemin. Nous sommes en chemin et nous allons prendre le temps de, si vous voulez, d'affiner notre marche par les détails. C'est ce que je peux vous dire à ce stade. Mais ce qui est certain, l'Alliance, nos présidents ont demandé de façon spécifique à ce que nos équipes électorales travaillent en étroite collaboration et c'est ce que nous faisons en ce moment. Voilà ce que je peux répondre pour cette question. Et le ministre Kone Katina va compléter là-dessus. Oui, pour vous dire vrai, pour nous, nous sommes à mi-parcours, l'Alliance se porte bien et elle marche bien. Nous avons donc deux exemples. Le PDC-RDA s'est réuni et au cours de l'une de ses assises a dénoncé et condamné et a même demandé la réintégration du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est une preuve d'une collaboration parfaite qui a été complétée par le communiqué qui a été fait de façon conjointe. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'animer une conférence conjointe et donc nous pouvons dire qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui, l'Alliance marche bien. Pour la seconde question, beaucoup de griefs ont été énoncés lors de cette présentation. Nous demandons un outil indépendant. Est-ce que en cas d'insatisfaction ou de fin de non-recevoir, nous envisageons de nous retirer du processus? Je peux dire que non. Nous sommes optimistes. Nous sommes engagés dans un processus démocratique. Nous croyons aux vertus du dialogue. Nous avons eu plusieurs phases. Nous en sommes à 5 en ce qui concerne le dialogue politique. Et ce sont les éléments que nous avons maintes fois présentés lors du dialogue politique. Et également, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo sont de façon irréversible engagés pour la réconciliation nationale. Donc, ils ne ménageront aucun effort, c'est que cette réconciliation, qui est un élément vital pour la cohésion nationale, pour le retour de la Côte d'Ivoire à la paix durable et à la stabilité, cette réconciliation nationale-là devient une réalité. Donc, cela exclut des attitudes comme genre, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on veut, on se retire. Non. Nous disons que c'est un processus et nous allons toujours remettre sur le métier ces revendications, ces éléments qui sont vraiment nécessaires. Et cela tombe vraiment sous le sens de l'évidence. Mais comme nous avons là nos aînés qui vont pouvoir élaborer là-dessus. Le doyen, le président Aswad. Merci. Cette question nous amène à dire que ce que nous demandons, c'est une compétition électorale transparente et juste pour les Ivoiriens. Une compétition politique transparente. Ça participe, on chante ça ici tous les jours, de la cohésion sociale, de la paix sociale
mais nous remarquons que dans beaucoup de pays d'Afrique, les conflits arrivent lorsque les élections sont mal organisées. C'est pourquoi, après avoir examiné près de 1 million d'électeurs sur la liste qui comporte 8 millions, nous avons jugé utile d'attirer l'attention dès maintenant du gouvernement et de la CEI que cette liste électorale est truffée d'erreurs, est truffée de tout ce qu'il ne faut pas, ou bien de tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des protestations. On préfère protester dès maintenant pour qu'on se mette au travail et purger de cette liste tout ce qu'il ne faut pas. C'est l'objectif. Donc, professeur Nyamke, vous pouvez élaborer sur la troisième question. Ils ont dit, on demande 1 mois au lieu de 10 jours. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage du calendrier électoral? Le calendrier électoral a déjà été décalé, puisque dans la périodicité normale, le calendrier devait nous conduire en octobre. Or, il a été avancé en septembre, ce qui signifie que le décalage est possible. Juste ajouter que on ne va pas être limité par le temps et parce que on nous impose un temps qu'on va accepter d'inacceptable. Ça me paraît quand même logique. Le professeur l'a dit, c'était le mois d'octobre, où des contingents qui leur sont propres, ils ont décidé de nous ramener ça en septembre. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont ramené en septembre pour gérer eux les contraintes qui sont à leur niveau que nous allons nous débarrasser de notre roi et de qui nous appartient et qui consiste à exiger et à obtenir la meilleure liste possible. Ça, c'est le droit de chaque parti politique. Et donc, nous exerçons notre droit. Le reste, là, vraiment, ce n'est pas le souci, ce n'est pas notre souci. Notre souci premier est de revendiquer et d'obtenir ce que nous cherchons pour la paix en Côte d'Ivoire. Non, je ne vois pas le lien entre le fait que nous demandons l'extension du délai du traitement de contentieux avec la radiation, ou du moins l'abandon de notre bataille en ce qui concerne la radiation du président Laurent Gbagbo. Pour ce qui concerne le PPAC, notre position est claire. Pour nous, et je pense que nos amis du PDCI l'ont dit dans leur déclaration, une injustice, on ne la laisse pas. Une injustice, on la répare, on se bat pour la réparer. Et nous pensons même, quand nous en avons dit 1 mois, ça nous donne encore plus de temps d'améliorer et de bien élaborer nos instruments de lutte pour corriger ce qui est inacceptable. Donc, ce n'est pas parce que nous allons demander une extension d'1 mois que du coup nous devrions abandonner cette question. Non et non, c'est une question existentielle pour nous, c'est une question essentielle pour nous et nous sommes intransigeants, nous l'avons déjà dit et nous continuons de le dire, nous sommes intransigeants sur cette question-là. Donc le délai n'a rien à voir avec. Quand on nous donne 1 jour, on va se battre pour ça. Tu nous donnes 1 mois, on va se battre pour ça. La première série de questions a été épuisée, donc à vous, le maître de cérémonie. Avec votre permission, chers confrères, on va passer à la deuxième série de questions. Sûrement, ce sera peut-être la dernière. Jérôme de Nouveau Réveil. Bonjour, monsieur le monsieur. Je suis Jérôme Dri pour le quotidien de Nouveau Réveil. J'ai 2 préoccupations. Première préoccupation, je vais à votre conclusion. Vous avez indiqué dans votre conclusion que vous demandez un outil de la liste électorale. Pour ce que je sais, ce n'est pas nouveau. En 2020, vous avez demandé, au sein d'une coalition, demandé l'outil de la liste électorale, ça n'a pas été fait. Vous n'avez rien fait.
vous êtes retiré de l'élection présidentielle et ça n'a rien donné. Pour ces élections locales, que comptez-vous faire concrètement? Est-ce que l'on doit retenir? Que comptez-vous faire concrètement? Quand vous demandez encore l'audit de la liste électorale, ce qui a été demandé par le passé. Deuxième préoccupation, ce week-end a été marqué par l'installation des candidats, ou du moins la présentation des candidats du RATP. Au cours de ces présentations, des cadres du RATP ont eu à tenir des propos. Je vais m'attarder sur les propos du DG du Trésor, indiqué, je cite, que si les populations ne votent pas les candidats du RATP, que ces populations s'apprêtent à chercher eux-mêmes les moyens pour construire leur école et leur route. Vous, que répondez-vous à ces propos du DG, à Saoré, DG du précis, du Trésor public de Côte d'Ivoire? Merci, messieurs les conférenciers. Alors, je suis Éric Goré, voilà, journaliste à la RTI. Alors, ce que je voulais savoir n'est pas forcément relatif à cette conférence, mais c'est relatif aux élections. On sait que vous êtes alliés pendant que certaines communes, certaines régions de la Côte d'Ivoire ont présenté des candidats. Je vais te parler des listes qui ont été publiées. Jusqu'à présent, à Yopougon, on sait que Michel Babo sera donc opposé à Diaoufoué, comme dans certaines régions, même communes. Vous, par exemple, M. Kone Katina, qui est donc opposé à Port-Boué, Dr Emou, qui est PDCI. Alors, quel est donc, à quoi on doit s'attendre? Est-ce que malgré cette alliance, vous irez comme ça aux élections, ou bien il y a des compromis donc, qui sont pris? Merci. Question. Merci la conférencier. Je pense que tout pour faire deuxième série. Deux questions, enfin 3 questions dans cette deuxième série. Donc, le ministre Katina va commencer par répondre. Sur l'audit. Alors, l'audit, c'est vrai que c'est une question qui est récurrente, mais quand il y a une question qui est récurrente, c'est qu'elle est réelle. C'est qu'elle est réelle, qu'elle se pose de façon réelle et il faut lui donner une réponse. Ce n'est pas parce que d'en face de nous, ils font comme s'ils n'entendent pas que nous n'allons pas continuer de crier. Nous allons nous donner les moyens. Parce que ce petit travail que nous venons de faire nous démontre à notre niveau, nous à notre niveau déjà, l'ampleur des anomalies dans la liste. Ça, je veux dire, pour des personnes qui se disent démocrates et qui sont à la recherche de la paix sociale, il n'y a pas de raison. Si quand est que nous tous nous cherchons cette paix sociale-là, que nos positions ne convergent pas sur ce point-là. Donc nous allons continuer de leur demander. Et rassurez-vous, nous en sommes en train de réfléchir pour voir quel mécanisme nous allons mettre en place pour pouvoir y mettre pour que la pression soit encore plus forte et qu'on arrive à ce que nous voulons. Parce que ça ne sert à rien d'aller à des élections lorsque manifestement vous trouvez en face de vous une liste électorale qui est taillée sur mesure pour faire avancer un adversaire, un camp. Nous, notre rôle, c'est de nous battre. Et nous allons nous battre sur cette question-là et nous donner les moyens pour attirer l'attention du monde, de la communauté nationale et internationale, que la Côte d'Ivoire continue de courir un risque certain en gardant de telles anomalies dans sa liste électorale. L'audit, c'est rien du tout. C'est pour venir dire, est-ce que, d'ailleurs, nous disons des choses, peut-être qu'ils contestent. L'audit là-bas va nous dire si c'est nous qui disons faux ou c'est eux qui disent faux. Donc ça, logiquement, on devrait s'entendre là-dessus. Et nous allons continuer à mettre la pression là-dessus. Voilà un peu ce que je voulais dire. Bon, les propos du DG du Trésor, bon, tout à l'heure répondre, mais il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Parce que, regardez très bien, nos amis d'en face, toutes les campagnes
c'est le programme du gouvernement, c'est-à-dire notre argent public. Quand quelqu'un dit je vais construire une piscine olympique à Yopougon, mais dans la réalité, dans le programme de notre argent public, là, le programme du gouvernement, dans l'emploi, le programme de l'emploi du ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi, ils ont prévu dedans, ils ont déjà le financement qu'ils veulent construire une piscine olympique à Yopougon. Mais ça veut dire que n'importe qui vient, si c'est le PDCI, le PPACI qui vient à Yopougon, mais la piscine là, elle est construite. Mais celui qui fait campagne là-bas pour le compte RHDP aujourd'hui, il fait croire que c'est lui qui va construire. Donc je me dis, bon, ça la mauvaise foi, on ne peut rien tirer de... Donc ce n'est pas lui, mais ce n'est pas lui seul, hein. C'est que c'est un état d'esprit qu'ils ont et qu'ils expriment. C'est une façon d'effrayer, ou du moins c'est une mauvaise façon de s'amuser d'ailleurs, hein. Mais c'est comme ça, eux ils pensent qu'il faut mener la campagne pour arriver à cette fin-là. Bien sûr, j'approuve parfaitement ce qu'a dit le ministre Koni Katina, mais au-delà de ça, ce qu'il a dit, il a dit exactement, bon, c'est la phrase centrale, que si vous ne votez pas nos candidats, vous allez vous-même chercher les moyens pour construire vos routes et vos écoles. Voilà ce qu'il a dit. Mais c'est grave. C'est grave parce que ces propos émanent du plus grand argentier de Côte d'Ivoire. C'est monsieur le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. C'est une manifestation d'un conflit d'intérêts. En d'autres termes, on dirait même que c'est un délit d'initié. Et puis, il s'agit d'un chantage odieux à la dignité humaine. Vous avez devant des populations, il a dit, si vous ne votez pas nos candidats, vous allez vous-même chercher les moyens pour construire vos routes et vos écoles. C'est quand même grave, c'est scandaleux. Pourquoi on puisse relever ça? Du reste, le groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale et au Sénat ont fait une déclaration pour fustiger ces genres de propos irresponsables. C'est aussi une violation flagrante des codes d'éthique et de déontologie auxquels sont soumis tous les grands commis de l'État. Alors, nous, en plus de ces actions-là, puisque cet argent dont il parle, c'est l'argent du contribuable ivoirien, c'est aussi l'argent du contribuable des pays donateurs. Alors que nous savons très bien que l'état de droit, c'est la chose la plus centrale en ce qui concerne la gestion publique dans une démocratie qui se respecte. Et c'est le cas dans ces pays donateurs. Nous allons donc interpeller nos partenaires au développement pour marquer du doigt cette violation des principes, parce qu'il s'agit d'une discrimination inacceptable qui viole beaucoup de conventions internationales, notamment le pacte international pour les droits civils et politiques. Parce que c'est priver les populations de leurs droits. C'est, comment ça s'appelle, les induire en erreur en faisant croire qu'ils sont obligés de voter tel pour pouvoir avoir le bénéfice des investissements publics qui sont votés par l'Assemblée. Donc, ça nous donne l'occasion de nous prononcer et de protester avec la dernière énergie contre cette dérive autoritaire qui, du reste, est la marque de fabrique de ces régimes. Et nous devons continuer de les dénoncer pour arrêter cette hémorragie des déficits démocratiques dont nous sommes tous victimes. Voilà, je vous remercie. Voici ce que j'ai à dire par rapport à ça. Choix des candidats, professeur Nyamke, ou bien professeur Nyamke, vous pouvez... Écoutez, je suis à l'aise, puisque moi-même je suis concerné, moi je vais interpeller.
Personne ne va parler à moi. Parce que je suis moi-même, je vais répondre. Nous sommes dans une alliance. Chaque parti a présenté ses candidats et nous sommes en pleine discussion pour choisir les meilleurs parmi les propositions qui vont nous permettre à l'alliance de gagner. Donc, rassurez-vous, sur ce point-là, il n'y a pas n'ayez pas, et cela ne remet en rien du tout notre alliance. Chacun a fait ses propositions et des responsables, donc ceux qui sont ici, se réunissent et regardent quel est le meilleur profil qui peut nous faire gagner. Et donc, quand je dis nous, c'est à la fois le PDCI et le PPACI. Donc, sur ce point-là, il n'y a vraiment pas de raison à ce que vous croyez que c'est le fait que nous ayons diffusé et publié la liste des candidats que, du coup, cela bloque notre alliance. Non, au contraire. Puisque nous allons choisir, il s'agit de choisir les meilleurs pour nous faire gagner notre coalition, notre alliance. Bien. Je crois qu'on a épuisé également la deuxième série de questions. Chers confrères, une dernière question. Monsieur le conseiller, si vous permettez une dernière question, puis on vous permet de faire des conclusions. Bonsoir, je suis Eddy Bibi du journal L'Inter. Le porte-parole du PPAC a dit tout à l'heure que pour le choix des candidats, le groupe paritaire regarde le meilleur profil. Alors ma question c'est, quels sont les critères dans le choix du meilleur profil? Mais pourquoi vous voulez qu'on vous déclare nos secrets? On dit on choisit les meilleurs guerriers et vous voulez qu'on vous donne déjà les critères de nos meilleurs guerriers pour que vous vendez les autres aient ça. Non, ça c'est secret, c'est en interne. Quand on va faire sortir la liste, c'est que ce sera la liste à partir des critères secrets que nous avons arrêtés et ceux que nous avons choisis seront nos meilleurs. Donc on ne peut pas vous dévoiler en conférence publique nos secrets quand même. Monsieur le ministre de Katina, vous avez le micro, gardez le micro pour vos derniers mots et après passer le micro au ministre Baba Youssou. Et après lui, le président Nyamke, Kofi, a fait la clôture. Non. Est-ce un journaliste? Ah. Non. Ça c'est conférence de presse. Voilà, c'est bien pris. Bon, Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, bon, nous vous avons appelé pour vous parler d'une question qui est essentielle. Quand on connaît l'histoire de notre pays, les questions électorales, chacun doit y mettre du sien. Cela est extrêmement important. Or, le processus électoral, le cœur du processus électoral, c'est bien le listing électoral. S'il est faussé, c'est-à-dire que c'est tout le processus qui prend un coup. Or, avec ce que nous venons de voir, il n'y a pas de doute à se faire que ce listing électoral, au minimum, a fait l'objet de manipulation. Au moins. Je dis, on ne pourrait pas dire autre chose. Parce que ne serait-ce qu'à regarder la différenciation, de regarder la variation entre comment on appelle, la croissance et la population électorale dans certaines régions comparée à d'autres, qui elle-même, cette croissance est en déphasage avec la densité de la population nationale, telle que nous la connaissons, ou la densité par région, on ne peut pas nous dire que cela relève du hasard. Il y a très peu de chances que les hasards tombent sur des chiffres mathématiques aussi corrects et aussi orientés dans une direction pour servir une cause. Dans ces conditions-là, ce qui nous reste, nos deux partis, c'est nous entendons nous battre et avec les Ivoiriens, interpeller les Ivoiriens, qu'il s'agit d'une bataille, nous c'est le PDC et le PPAC qui parlent, mais ça concerne la Côte d'Ivoire. Ça concerne la Côte d'Ivoire, la paix sociale. Et nous interpellons la CEI parce que c'est sa première responsabilité
C'est sa première responsabilité. Et nos deux partis entendent se battre pour obtenir les meilleures conditions d'organisation de ces élections, à commencer par un listing au moins acceptable. Parce que les grossièretés que nous venons de lire là ne rendent pas hommage à la Côte d'Ivoire. Au contraire. Merci. Merci. Je voulais à mon tour remercier la presse pour sa présence nombreuse et de qualité. Nous osons espérer que les éléments que nous avons présentés, vous trouverez l'intérêt et pour pouvoir relayer cela, parce qu'il s'agit en fait d'attirer l'attention du public national et international sur les dangers qui sont liés à une élection. Moi, je suis diplomate de carrière des Nations Unies. 70% de l'agenda du Conseil de sécurité qui est en charge de questions de paix et de sécurité dans le monde, 70% de son agenda est consacré à l'Afrique, sur les situations de conflit. Et les situations de conflit en Afrique, 90% sont liées, c'est des violences liées aux élections. Donc, c'est une responsabilité de la communauté internationale. Alors, c'est pourquoi nous pensons et nous espérons que vous allez relayer ces informations. C'est une anomalie préliminaire dont nous avons fait état, c'est important. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Nous pouvons parler également du problème du découpage électoral. C'est très lié. C'est lié parce que vous voyez les disparités. Dans le Nord, par exemple, il y a 67 communes pour un total de 500 000, 400 000 électeurs. Alors que pour Abidjan, simplement, Abidjan qui a 2,5 millions électeurs, n'a que 56 communes. Oui, c'est le chiffre. Ce sont les choses comme ça que nous demandons. Au dialogue politique, qu'est-ce que nous avons dit sur cette question? Qu'il faut qu'il y ait un rééquilibrage en se fondant sur une clé de répartition assez objective, tout en conservant les acquis. On n'a pas dit de diminuer les communes du Nord, mais qu'on le fasse, une répartition, disons, au prorata d'un certain nombre de populations. Ce qui s'est fait partout sont les standards internationaux. On n'a pas eu qu'une cause, mais nous continuons de demander. Alors donc, nous disons l'audit de la liste internationale, c'est quelque chose d'essentiel. Essentiel. Alors, nous osons espérer que la communication va porter et que tout le monde se mobilisera pour pouvoir aider la Côte d'Ivoire à faire l'économie d'une autre crise. Alors notre alliance se porte bien et nous entendons communiquer régulièrement de façon conjointe sur tous les autres sujets d'intérêt commun qui sont en rapport avec la vie politique en Côte d'Ivoire je vais terminer sur ça, nous sommes dans un déficit démocratique chronique et ça doit s'arrêter. Voilà, je voulais vous remercier sur ce thème-là. Merci pour votre attention. Professeur Diamté, un mot de fin. Merci. Je voudrais dire merci à toute la presse nationale et internationale. Merci à tous ceux qui ont posé des questions qui ont permis d'apporter les éclaircissements nécessaires aux interrogations que les uns et les autres peuvent avoir. Nous devons dire à chacun et à tous que ce que nous faisons, c'est un travail pour consolider la paix dans notre pays. Consolider la paix
par la démocratie et la justice. C'est cela l'objectif que nous poursuivons. Vous savez que ce pays connaît des problèmes depuis près de 20 ans parce que chaque fois qu'il y a eu des élections, nous avons basculé dans la violence et les déchirures du tissu social. Nous voulons faire en sorte que désormais, une élection soit l'occasion de permettre aux populations de choisir leurs gouvernants librement. Nous ne voulons pas que les choix soient manipulés et portent atteinte à la sincérité des scrutins que nous avons à faire. Nous vous remercions de répercuter ce message. Nous ne sommes pas venus principalement pour critiquer, mais pour relever des anomalies afin que le contentieux serve à les rectifier. Parce que l'objectif du contentieux, c'est la vérification de la liste électorale provisoire afin que l'on puisse déceler les anomalies et les corriger. Ça ne doit pas seulement rester au niveau des individus. On a pensé pendant longtemps que le contentieux consistait en la simple réclamation individuelle. Je vais voir sur la liste, est-ce que mon nom est sur la liste? Est-ce que mon nom est bien inscrit? Ça ne se limite pas à ça. Aujourd'hui, nous voulons aller au-delà de cette pratique qui masque la forêt des difficultés qui sont contenues dans la liste électorale. Je voudrais donc dire merci. Merci aux conférenciers. Merci à tous les responsables de nos deux partis ici réunis qui sont venus nous assister aussi. Et je voudrais, avec la permission de chacun d'entre vous, dire que la séance est terminée et donc elle est levée. Je vous remercie. Ok, merci.